Oui, bonjour. Donc, je suis Patrick Fontan, comme je l'ai dit tout à l'heure à ceux qui étaient déjà arrivés. Donc, je m'occupe du cabinet Maubourg Patrimoine. Je travaille avec Prisca Laroche-Bouguet qui est avec moi. Et nous avons invité Adi Nuseljic, qui est le directeur des partenariats d'Idinvest du groupe Raseo, à nous rejoindre. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre d'avoir les bases pour, si vous ne les avez déjà, pour bien comprendre le private equity, de vous donner quelques statistiques pour savoir comment s'est comporté le marché du private equity en France en 2020 et pour vous présenter deux produits qu'on a sélectionnés chez Idinvest et qui nous paraissent répondre aux besoins de nos clients. Le premier, c'est un fonds qui est accessible en direct, Idinvest Entrepreneur Club 3. Et le second, c'est un fonds qui est accessible au travers de contrats d'assurance vie, IPVE 3. Donc, on vous en dira plus sur ces produits tout à l'heure. Les personnes qui ne sont pas arrivées pourront nous rejoindre au fur et à mesure. Et le webinaire sera enregistré et on vous donnera les slides qui vont être diffusés à l'écran. Dernière remarque méthodologique, les personnes, ceux d'entre vous qui ont des questions à poser, peuvent les poser au travers d'un chat qui doit apparaître sur leur écran et on s'efforcera d'y répondre à la fin de l'intervention, étant précisé que nous avons prévu une durée d'au maximum 1 heure. Donc ça laissera le temps à répondre à des questions s'il y en a. Donc, mieux comprendre le private equity, pour commencer, donc, qu'est-ce que c'est que le private equity, donc, on entend beaucoup parler dans la presse et qui est un peu un placement à la mode aujourd'hui. Le terme private equity, c'est un terme un peu fourre-tout qui inclut à la fois le véhicule d'investissement, c'est-à-dire le fonds d'investissement en lui-même. Des fois, c'est ça qu'on appelle par private equity, ou le système qui consiste à apporter des capitaux à des entreprises, ou plus généralement l'écosystème qui permet aux entreprises d'avoir accès, des entreprises qui sont généralement non cotées, d'avoir accès à des capitaux sans avoir à recourir à la bourse ou sans avoir à recourir au système bancaire. Puis de manière plus générale encore, le private equity, c'est une classe d'actifs en général sur du non coté, essentiellement en actions et parfois en dette, on verra tout à l'heure. Donc voilà, quand on parle de private equity, ça veut un peu dire tout ça à la fois, mais l'idée, c'est d'apporter des capitaux à des entreprises qui ne sont pas cotées. Donc, comment ça fonctionne de manière plus précise? Des investisseurs privés, par exemple vous, qu'on appellera Limited Partners dans le jargon du private equity, LP, vous allez apporter des fonds, des capitaux à un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement, c'est le véhicule pour placer vos capitaux. Il est géré par une société tierce, qui est une société de gestion, qui elle-même est détenue par des associés. Cette société de gestion et ses associés, on les appelle General Partners. C'est les associés de la société de gestion du fonds. Donc, cette société de gestion elle va réaliser au travers du fonds des investissements dans des entreprises généralement non cotées qui correspondent à ce qu'ils vous ont dit dans le bulletin de souscription, donc à la politique d'investissement du fonds. Et la particularité du private equity, c'est que c'est long, c'est plus long qu'un placement traditionnel. Il y a une liquidité qui est organisée, pas avant 5 ans, et souvent, ça va être 7 ou 8 ans. Le temps de laisser à la société la durée nécessaire pour pouvoir investir correctement, donc choisir ses cibles, pour pouvoir les valoriser et ensuite pour pouvoir les céder. Tout ça, ça demande du temps. Et donc, le minimum, on a mis 5 ans, mais souvent, c'est un petit peu plus long. Et c'est à chaque fois, la durée, elle est décrite dans les bulletins de souscription. Le General Partners, lui, une fois qu'il a levé les fonds, il va travailler de concert avec les cadres dirigeants des entreprises dans lesquelles il a pris des participations afin de valoriser ces capitaux qui ont été investis. Et une fois qu'il a atteint son objectif, il va revendre le fonds avec le maximum de plus-value pour pouvoir retourner le maximum d'argent aux investisseurs d'origine. Habituellement, les résultats dans le private equity, c'est mesuré au travers du taux de rendement interne. Le taux de rendement interne, c'est la différence entre l'argent que vous investissez et l'argent qui vous est rendu au terme de la période d'investissement, tout cela étant annualisé.
Donc, après, il y a plusieurs notions de taux de rendement interne sur lesquelles on ne s'apesantira pas aujourd'hui, mais c'est quand même la notion clé pour mesurer la rentabilité d'un investissement. Voilà un petit peu ce qu'on appelle le private equity et le principe général selon lequel il fonctionne. Pourquoi le private equity est un placement qui est intéressant aujourd'hui et il attire de plus en plus de capitaux? La première raison, c'est que les investisseurs, ils en attendent un meilleur rendement. Ils en attendent un meilleur rendement parce que la société de gestion elle dispose du temps nécessaire pour que le projet d'investissement puisse aboutir dans de bonnes conditions. Les sociétés dans lesquelles on prend des participations, elles ne sont pas soumises aux aléas des marchés financiers, elles ne sont généralement pas cotées. Donc, ça laisse le temps à la fois aux managers des entreprises et aux associés de la société de gestion de valoriser la participation. La contrepartie de ce temps nécessaire à la valorisation, c'est que vous, votre argent, il n'est pas liquide pendant la période d'investissement. La contrepartie de cette illiquidité, cette prime d'illiquidité, c'est un rendement un peu supérieur ou même nettement supérieur à des rendements qui sont offerts par d'autres placements comparables. Ça, c'est le premier avantage du private equity, c'est que le temps, ça permet de mieux valoriser. Le deuxième avantage, c'est que c'est un système où on s'efforce au maximum d'aligner les intérêts entre les différents acteurs. Donc, les deux principaux acteurs de la valorisation, c'est la société de gestion et c'est le management des entreprises. Donc, la société de gestion, elle bénéficie d'un incentive au travers de ce qu'on appelle, dans le jargon du private equity, le carry interest. Ça veut dire que la société de gestion, les associés investissent de l'argent dans le fonds. Ils en investissent moins que les general partners, mais ils investissent quand même une partie de leur épargne. Et si le fonds réalise des performances supérieures à un objectif défini au départ, ils vont appréhender une partie de la plus-value sous forme de carry interest. Ils ont une prime à la valorisation. Ça, c'est le premier mécanisme pour aligner les intérêts entre la société de gestion et les investisseurs dans les fonds. Et le deuxième, c'est que le management des entreprises, lui, il est incentivé au travers de ce qu'on appelle le management package, c'est-à-dire qu'on définit un système de bonus. Donc, la société de gestion va définir avec les managers un système de bonus qui souvent implique que le management investisse lui aussi dans l'entreprise, pour des montants un peu plus faibles, mais il investit quand même. Et si l'investissement se passe bien, il aura lui aussi une prime à la réussite. Donc, dans le private equity, tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Et les plus-values potentielles sont suffisamment importantes pour que les gens soient les acteurs soient très motivés. Donc ça, c'est le deuxième avantage du private equity. Et le troisième avantage, c'est que les sociétés de gestion, quand on les choisit bien, elles sont composées d'associés qui sont professionnels, qui sont aguerris, qui ont l'habitude, qui sont spécialisés. Alors, ils peuvent être spécialisés par type d'investissement, les actions, la dette, l'infrastructure, on verra tout à l'heure. Ils peuvent être spécialisés par secteur d'activité. Il y en a qui font que de l'immobilier, d'autres qui font que des entreprises technologiques. Et puis, ils peuvent aussi être spécialisés par zone géographique, voire même, donc ça peut être des pays, ça peut être même des régions. Ça, c'est l'un des autres avantages. Donc, souvent, les entreprises en recherche de capitaux, elles s'adossent à des fonds d'investissement pour bénéficier de ce professionnalisme. Et le deuxième avantage, c'est que ces sociétés qui recherchent des capitaux, elles attendent aussi des sociétés de gestion de bénéficier d'un large réseau, parce que les sociétés de gestion, elles investissent dans beaucoup de sociétés, et ce large réseau, ça leur permet d'être connectés sur les marchés et d'avoir des opportunités pour racheter, pour signer des accords de partenariat commerciaux qu'elles n'auraient pas si elles avaient fait appel à des investisseurs dormants ou à la bourse. Donc, c'est le troisième intérêt du private equity, c'est que les sociétés de gestion, il y a des gens, il y a des associés qui connaissent vraiment leur métier et qui apportent une vraie valeur ajoutée aux sociétés dans lesquelles ils participent. Voilà un petit peu pour les atouts du private equity. Alors, il y a un reproche qui est fait souvent, c'est pour ça qu'on l'a mis en exergue au début de la présentation, c'est que le private equity, ça génère un peu plus de frais que d'autres systèmes d'investissement qu'il faut connaître. Et on peut en distinguer trois formes. Donc, d'abord, le fonds, lui-même le fonds, c'est-à-dire le véhicule qui abrite l'argent que vous avez versé. Donc, lui, il va payer les frais qui sont directement liés à l'investissement, à l'acquisition.
Donc, quand un fonds acquiert une société, il va réaliser des études de marché, il va réaliser des due diligence en demandant à des experts comptables, à des avocats de passer en revue tous les aspects de la société dans lesquels il les investit. C'est le fonds qui paye ces frais-là. Il paye aussi des honoraires de gestion, donc il paye la société de gestion pour qu'elle s'occupe de ses encours. Donc, ces fonds, ils sont variables, ils sont souvent variables en fonction de la taille du fonds. Si on a des fonds qui représentent plusieurs milliards d'encours, ben, les honoraires de gestion ils sont un peu moins élevés. Et si on a des fonds qui s'adressent à une clientèle particulière, ils sont un peu plus élevés. Donc, on a mis pour illustrer ça que ça peut être entre 1 et 3%. Et ces honoraires de gestion, ils peuvent prendre plusieurs formes. Mais globalement, vous avez à peu près la fourchette des frais qui seront ponctionnés par la société de gestion pour se rémunérer de son travail. Alors après, vous avez pu voir aussi notamment dans les FCPI, dont on parlera tout à l'heure, qu'on peut vous demander de payer des droits d'entrée pour pouvoir bénéficier de la souscription dans un fonds de private equity. Ces droits d'entrée, généralement, ils sont destinés aux distributeurs, c'est-à-dire nous. Et ils viennent, donc pour la société de gestion, ça a l'avantage de ne pas minorer le TRI qu'elle peut afficher à l'extérieur. Par contre, vous, ça vous diminue un petit peu la rentabilité de votre investissement. Donc, le fonds paye ces honoraires-là. La société de gestion, elle rémunère les associés. Donc, les associés qui s'occupent des investissements, ils sont payés par les honoraires de gestion. Ils ne sont pas payés par le fonds d'investissement. Donc, tout le travail qui est réalisé par les associés, il ne fonctionne pas la rentabilité de l'investissement. Dernier type de frais qu'il est important de mentionner, le carry interest dont on a parlé tout à l'heure. En fait, le carry interest, on fait les comptes à la fin. Donc, une fois que le fonds commence à entrer en période de liquidation, quand l'argent il est reversé aux investisseurs, la surperformance, s'il y en a une qui se matérialise au travers du carry interest, elle est attribuée aux associés de la société de gestion à ce moment-là, au moment de la liquidation du fonds, et pas avant. Et si la rentabilité minimum n'est pas atteinte, il n'y a pas de carry interest. Voilà un petit peu pour faire le point sur les frais. Je vais laisser la parole à Prisca, qui va un petit peu vous exposer les différents types de fonds qu'on trouve aujourd'hui sur le marché en fonction de la cible d'investisseurs. Donc, Prisca, à vous l'honneur. Est-ce que c'est mieux maintenant? Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter différents types de fonds. Tout d'abord, les fonds qui ne vous sont pas mis à disposition, qui sont ouverts exclusivement aux professionnels de l'investissement. Les fameux investisseurs institutionnels, qui sont très majoritairement des compagnies d'assurance, les hedge funds, les family office. Donc, ce type de fonds investi en private equity a évidemment un ticket d'entrée assez élevé, en général au minimum 1 million d'euros. Et on vous a mis quelques noms de sociétés de gestion bien connues, soit aux États-Unis, soit en France, qui se livrent à ce type de gestion et d'investissement pour des investisseurs institutionnels. Mais bon, ce n'est pas les fonds qui nous intéressent le plus à la recommandation pour nos clients. En revanche, la deuxième catégorie, oui, potentiellement, ce sont des fonds qui sont ouverts, cette fois-ci, exclusivement aux investisseurs professionnels. Les investisseurs professionnels, c'est une définition très précise de l'AMF. Ce sont soit des particuliers qui ont une connaissance particulière de la finance, de par leur métier en général, ou alors des particuliers qui disposent d'un patrimoine suffisamment important pour pouvoir prendre le risque d'investir une partie de ces actifs dans du private equity. Le ticket d'entrée est de 100 000 euros dans ce type de fonds qui sont généralement, le plus souvent, ce sont des FPCI, fonds professionnels de capital investissement, ou encore des SLP. La fiscalité de ces fonds-là est variable, mais en général, pour les particuliers, ça peut être une exonération de la plus-value, mais évidemment pas une exonération de prélèvements sociaux. Donc, dans le passé, nous avons déjà sélectionné des FPCI dans cette catégorie, donc réservés à des investisseurs qui peuvent mettre plus de 100 000 euros sur la table. Par exemple, France Développement chez LBO France ou Keys Exploitation 2 chez Keys AM.
Ensuite, la catégorie de fonds la plus large, la plus accessible, les fonds ouverts à l'ensemble des investisseurs, qui, eux, sont accessibles pour certains des 1 000 €, peuvent être créés ex nihilo par une société de gestion. On a par exemple, depuis un petit peu plus d'1 an, proposé à beaucoup de nos clients le fonds Entrepreneur et IMO. Mais il peut y en avoir aussi qui prennent la forme d'un fonds nourricier, d'un feeder. Et en fait, ça, ce sont des fonds qui co-investissent à côté des investisseurs institutionnels. Et évidemment, c'est porteur de qualités très importantes, puisque les analyses sont faites pour les investisseurs institutionnels, les investissements sont les mêmes, et c'est une des spécialités d'Invest, et Adine vous en parlera tout à l'heure. Dans cette catégorie de fonds ouverts à l'ensemble des investisseurs, on connaît plus particulièrement les fonds fiscaux. Patrick Fontan en parlait tout à l'heure. Les FCPI et FIP qui, dans le passé, ont permis, en particulier à ceux qui étaient à l'ISF, de réduire cet impôt, mais qui pouvaient aussi procurer une réduction d'impôt sur le revenu. Donc, les FCPI orientés spécifiquement vers les sociétés dites innovantes, ou les FIP investis dans des sociétés en général de 4 régions limitrophes. Donc, ces deux catégories de fonds procuraient un avantage à l'entrée, mais aussi une exonération de plus-value à la sortie. Quant aux FCPR qui sont maintenant plus courants, mais qui n'offrent pas d'avantage fiscal à l'entrée, il n'y a pas de réduction d'impôt sur le revenu ou d'ISF ou même d'IFI. En revanche, ils permettent, sous condition de les conserver 5 ans, d'avoir une exonération des plus-values. C'est aujourd'hui ce qu'on rencontre le plus comme fonds disponibles. Et enfin, des fonds dits classiques, sans aucun avantage fiscal ni à l'entrée ni à la sortie, mais qui en contrepartie ont une liberté de politique d'investissement très importante. Citons par exemple MME 2026 de chez Moneta, qui a levé des capitaux relativement récemment. La souscription de l'ensemble de ces fonds, elle peut se faire suivant 3 modalités. Au nominatif, c'est le moins coûteux, puisqu'il n'y a pas de compte titre, il n'y a pas de banque, donc il n'y a pas de droit de garde. Ou dans un compte titre, qui peut être éventuellement d'ailleurs sous le mode PEA-PME, ou encore, ça se développe de plus en plus, au sein d'un contrat d'assurance vie, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et je passe à nouveau la parole à Patrick Fontan. Alors, on va évoquer un petit peu les différentes formes que peut prendre le private equity, parce que le private equity, comme on l'a dit tout à l'heure, problème. Ah, voilà, maintenant on m'a retrouvé. Donc on va évoquer les différentes formes de private equity. On l'a vu tout à l'heure, le private equity, ça recouvre beaucoup d'éléments et traditionnellement on segmente le marché. Donc on va vous présenter un graphique qui va vous montrer un petit peu la vie d'une société type schématisée. Donc, vous voyez ce graphique, la société, c'est comme un être humain ou c'est comme un animal. Au début, les premières années, c'est les plus difficiles, où on est le moins autonome. Et puis après, on va commencer à se développer. Et puis après, on va devenir mature. Les entreprises, c'est pareil. Donc, au début, elles ont besoin d'argent pour exister. Donc, cet argent pour exister, on en parle rapidement, c'est ce qu'on appelle l'amorçage. Il concerne relativement peu, à quelques exceptions près, les fonds d'investissement. Souvent, c'est ce qu'on appelle de la seed money, de la love money ou les fonds propres du fondateur. Mais l'idée, c'est que le fondateur ou les fondateurs des sociétés en création, ils se débrouillent au maximum avec l'argent qu'ils réussissent à récupérer autour d'eux pour pouvoir commencer à exister et être capable d'exposer leurs projets avec quelques exemples tangibles aux investisseurs professionnels. Donc, on en parle rapidement aujourd'hui, mais on ne l'évoquera plus après. Donc, ensuite, l'entreprise, une fois qu'elle a commencé à exister, qu'elle a passé cette phase d'amorçage, là, elle va avoir besoin de capitaux, ne serait-ce que pour mettre en marché le produit qu'elle envisage de commercialiser. Et là, on entre dans une catégorie qu'on va évoquer rapidement tout à l'heure, qui s'appelle le capital risque,
qui, comme son nom l'existe, comme c'est au début des sociétés, il est un peu plus risqué que les autres. La rentabilité potentielle est aussi plus importante parce que les sociétés, si elles réussissent, elles peuvent gagner beaucoup d'argent. Évidemment, le taux de casse, il est plus important. Ça, c'est la première phase dans laquelle le private equity investit, en tout cas pour les investissements en capitaux propres, hein, puisque là, on est juste sur les investissements en capitaux propres. La deuxième phase, c'est quand l'entreprise, elle a passé cette première phase, elle a commencé à mettre ses produits sur le marché, ça commence à marcher, et elle a besoin de capitaux pour passer à l'échelon supérieur, pour acheter des fonds de commerce, pour acheter des brevets, pour acheter éventuellement des sociétés pour avoir une ampleur plus importante. Donc là, on rentre dans une phase de capital développement. Comme tout être humain, l'entreprise ensuite s'est stabilisée, elle s'est développée, elle commence à atteindre une taille importante, et là, on va avoir des problèmes de succession, des problèmes de cession. Et là, on a une troisième catégorie de private equity qui s'appelle le capital transmission, le LBO, qui permet au capital des sociétés de bouger, d'être transféré à de nouveaux investisseurs. Et dernière phase, les entreprises, une fois qu'elles sont matures, elles peuvent avoir des problèmes. Elles peuvent avoir des problèmes soit parce que le marché il est plus aussi bon que quand elles se sont lancées, soit parce que le management il est défaillant, soit pour plein d'autres raisons. Et là, on rentre dans la quatrième phase du private equity, qui est la phase qu'on appelle capital retournement. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail maintenant, une fois que vous avez ce graphique bien en tête. Donc, le capital risque, on l'a vu tout à l'heure, c'est des jeunes sociétés, en général, c'est des startups. Souvent, c'est le secteur de l'innovation, pas forcément, parce que le capital risque peut aussi concerner d'autres secteurs, mais fondamentalement, c'est l'innovation qui attire le plus de capitaux. Évidemment qu'on a besoin de capitaux pour pouvoir mettre ces produits sur le marché. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même le segment du capital investissement qui est le moins rentable en moyenne. Parce que le taux de casse est important. Donc, des fois, il y a des Facebook. Ceux qui ont investi dans Facebook, ils ont gagné énormément d'argent, mais il y en a beaucoup à côté qui en ont perdu parce que les sociétés n'ont pas pu se développer. Et elles ont défailli rapidement. Deuxième catégorie de capital investissement pour les investissements en capitaux propres, c'est le capital développement. Donc, on l'a vu, là l'entreprise elle commence à avoir son marché. Souvent, elle est rentable, elle est dynamique, son chiffre d'affaires y croît, elle voit bien les opportunités de développement, elle a des banquiers qui peuvent l'accompagner, mais elle n'a pas suffisamment de capitaux pour pouvoir réaliser son plan d'investissement avec les seuls capitaux bancaires. La banque, elle va demander à ce qu'il y ait des investisseurs qui partagent les risques et qui en assument la première responsabilité en cas de défaillance. Ça, c'est le rôle des capitaux propres. Et le capital développement, il apporte les capitaux nécessaires à ce développement. Idinvest connaît bien le capital développement et on verra tout à l'heure, Idinvest Entrepreneur Club 3 est vraiment sur ce segment-là. Donc le capital transmission, le fameux LBO que vous avez vu dans le film Wall Street, c'est plus des entreprises matures. Et donc là, ces entreprises matures, quand elles font l'objet d'une opération de capital transmission, généralement, donc quasiment la totalité des cas, elles dégagent de la trésorerie. Cette trésorerie, elle peut être remontée à l'acquéreur, et donc l'acquéreur peut utiliser la dette pour financer son acquisition, et il payera la dette avec les remontées de dividendes. C'est ça le principe du LBO. Donc généralement, on l'utilise quand les actionnaires veulent céder le capital, et des fois en cas de transmission familiale ou de transmission managériale. C'est le segment qui est le plus rentable. C'est un segment qui est à la mode. Pourquoi il est rentable, mais il est rentable parce que, notamment, on est dopé par les taux d'intérêt. Donc, d'une part, les taux d'intérêt sont faibles, donc on peut mettre plus de dettes, ou en tout cas, la dette coûte moins cher pour être remboursée. Ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication, c'est que les banques, ils sont à la recherche de capitaux de placements qui rémunèrent mieux que les crédits immobiliers aux particuliers. Elles ont beaucoup d'appétit pour le LBO et elles acceptent aujourd'hui des conditions de financement qui sont plus laxistes qu'elles ne l'acceptaient auparavant.
Et du coup, ça permet d'avoir un peu plus de levier. Un peu plus de levier, c'est un peu plus de risque, mais c'est aussi un peu plus de rentabilité. C'est pour ça que c'est un segment qui est assez recherché aujourd'hui. Le dernier segment du capital investissement pour les capitaux propres, c'est le capital retournement. Donc là, c'est ce qu'on appelle le distressed dans les milieux anglo-saxons. Pas besoin de se rappeler du graphique. Hein. C'est des entreprises qui ne vont pas bien, qui sont en difficulté. C'est un segment qui est difficile parce que si l'entreprise ne va pas bien, il y a des explications. Souvent, la marque, elle est abîmée. Les marchés, ils sont difficiles. Le management, il est déficient. Il faut parfois le remplacer. Il faut trouver de nouveaux managers qui sont habitués à travailler sur des sociétés en difficulté. Ça, c'est difficile. Donc, c'est un segment qui, en France, a quasiment disparu. Hein. Il y a encore quelques sociétés comme Percevin. Il y avait Butler il y a quelques années, mais il a arrêté. Donc, c'est un secteur qui est compliqué, mais pour les gens qui lisent un peu la presse, le fonds Elliott Capital, je crois, celui qui avait fait plier l'Argentine là, pour le remboursement de sa dette, il est vraiment spécialisé sur ce genre de cible. Et vous avez vu aussi il n'y a pas longtemps dans la presse que Cerberus a racheté HSBC. Ça, c'est quasiment du capital retournement, hein, parce que HSBC, c'est France, en tout cas, ce n'est pas dans une situation financière exceptionnelle. Ouais, donc c'est un métier difficile et qui est un peu en perte de vitesse aujourd'hui. Donc, on a vu les investissements en capitaux propres, mais le private equity, ça peut prendre d'autres formes. Et ça, c'est un peu plus récent, c'est moins traditionnel, mais depuis une dizaine d'années, il y a des fonds de dette privée qui se sont montés, qui connaissent un réel succès. Donc, ces fonds de dette privée, comme leur nom l'indique, ils n'apportent pas de capitaux propres, ils n'investissent pas en actions, ils investissent dans de la dette. Donc là, on est dans des entreprises généralement non cotées qui cherchent des financements, mais qui n'ont pas la taille suffisante pour aller sur les marchés obligataires ou qui trouvent que ça coûte trop cher. Et puis, pour lesquels, souvent, la banque elle a des conditions qui sont trop compliquées ou elle est trop longue à répondre. Et donc, ils préfèrent avoir plus d'agilité en recourant à des fonds spécialisés de dette privée. Et donc, c'est un secteur qui s'est vraiment développé depuis 10 ans. Dernier secteur à la mode, depuis là, moins que ça, depuis 3-4 ans, c'est le secteur des fonds d'infrastructure. Donc, comme son nom l'indique, c'est des fonds qui vont investir dans des projets classés comme infrastructure. Donc, pour illustrer ça, ça peut être des tours de télécom, là où on met les branchements pour que vous puissiez utiliser votre smartphone ou votre téléphone fixe. Ça peut être des locomotives, ça peut être des centrales solaires. Donc, souvent, c'est des fonds qui surfent un petit peu sur les investissements verts. C'est à la mode. Ça a été conçu, enfin, ça a été créé il y a une dizaine d'années en Australie. C'est arrivé en Europe et ça marche bien. Donc, l'intérêt de ces fonds, c'est que les investissements sont producteurs de cash flow, de trésorerie récurrent sur une longue durée. Donc, ça permet de distribuer, ça permet de valoriser. C'est des fonds, généralement, les revenus sont indexés sur l'inflation et ça permet de bien diversifier parce qu'entre des tours télécom et de la centrale solaire, ça permet d'avoir une diversification du risque parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés. Donc, nous, on a quelques fonds qui sont disponibles en infrastructure. Parmi les quelques-uns qu'on commercialise, il y en a deux qui sont disponibles dans des contrats d'assurance vie français. C'est le fonds GF Infrastructure Durable qui est chez Generali et le fonds Meridiam Infra Avenir qui est ciblé sur les énergies vertes, qui est commercialisé par Allianz. Et on a un fonds qui est commercialisé dans un contrat luxembourgeois, Infralux, qui lui a l'avantage d'être garanti en capital, notamment par des assureurs français, notamment je crois qu'OVA. Donc voilà, c'est à la mode. Et puis il y a de l'avenir parce que les pouvoirs publics ont de moins en moins les moyens d'assurer le financement des infrastructures publiques et recourent de plus en plus aux capitaux privés au travers de montages PPP. Et donc il y a une demande de capitaux qui est de plus en plus importante. Voilà un petit peu pour les fonds d'infrastructure. Ce n'est pas les derniers. Il y a une autre catégorie que vous connaissez aussi, qui s'est développée, qui existe.
ce sont les fonds immobiliers. Donc, les fonds immobiliers, on va avoir deux sortes de fonds immobiliers. Vous avez des fonds immobiliers un peu long terme. Donc, ils réalisent des opérations d'investissement. Ils achètent des immeubles. Souvent, c'est des immeubles en VFA, donc c'est des immeubles neufs qui ne sont pas loués. Ils trouvent les locataires. Ils attendent que l'immeuble soit arrivé à maturité. Et une fois qu'il est arrivé à maturité, au bout de 7, 8 ou 9 ans, que les frais d'acquisition ont pu être amortis, ils vont les revendre à des investisseurs qui cherchent des immeubles loués, bien placés et sans risque. Ça, c'est la première catégorie de fonds immobiliers. La deuxième catégorie de fonds immobiliers, c'est des fonds un peu plus spéculatifs qui vont réaliser des opérations à court terme. Ça peut être des opérations de promotion, de rénovation, des opérations de restructuration, des opérations de marchand de biens. C'est des opérations plus courtes, 2-3 ans, peut-être plus risquées, qui demandent plus de travail souvent. Et l'avantage de ces fonds-là, c'est que comme la durée des opérations est plus courte, ils peuvent réemployer les capitaux pour faire une nouvelle opération après. Donc nous, on vous a mis quelques exemples de sociétés avec lesquelles on travaillait. On avait commercialisé il y a quelques années un fonds par LBO France qui s'appelait White Value, si ma mémoire est bonne, qui était spécialisé plutôt sur la première catégorie, donc il portait des opérations plutôt à long terme. Et on travaille aussi avec Keys ou avec Entrepreneur Invest qui font des opérations à plus court terme. Voilà pour les fonds immobiliers. Dernière catégorie de fonds qu'on peut trouver sur le marché du private equity, c'est aussi récent, c'est un peu plus à la mode que ça l'a été, c'est les fonds qui investissent sur le marché secondaire. Donc, ces fonds-là, en fait, ils vont apporter de la liquidité aux investisseurs qui ont mis leur argent dans des fonds de private equity. Il y en a deux sortes. La moins fréquente, c'est que ces fonds spécialisés sur le marché secondaire, ils vont aller contacter les sociétés de gestion pour savoir s'il n'y a pas dans leur portefeuille des participations qu'elles souhaiteraient céder avant leur terme pour diverses raisons, notamment pour habiller le TRI. Et donc, elles vont racheter directement les participations des fonds. Ce qu'on retrouve plus généralement, c'est quand même des fonds secondaires qui vont aller voir les investisseurs primaires, ceux qui ont apporté l'argent au fonds et qui, pour diverses raisons, ont envie de sortir avant la période prévue des 7-8 ans et vont racheter leur participation avec une décote en attendant que le fonds soit liquidé. Donc l'avantage, c'est que théoriquement, on a une meilleure visibilité sur les investissements puisqu'on investit au bout de 3 ou 4 ans. Donc il y a un phénomène qu'on évoque souvent dans le capital investissement qui s'appelle la courbe en J, qui dit que c'est toujours plus difficile les premières années parce qu'il faut que les sociétés maturent. Mais quand on est dans le secondaire, on n'a pas cette courbe en J, on investit dans ces sociétés qui ont déjà fait leurs preuves. Et on a de la visibilité sur ces sociétés. Et la deuxième avantage, c'est qu'on a une décote parce qu'on offre de la liquidité à des gens qui n'en avaient pas et en général, ça se modèle. Idinvest a déjà monté des fonds de ce type dans lesquels nos clients ont investi et qui se passent très bien. Et nous, on commercialise encore aujourd'hui un fonds qui a été monté par Odo, qui s'appelle Odo Secondaries Opportunities et qui a l'avantage d'être présent sur le marché américain. Voilà, ça c'est un petit peu on a vu là rapidement les différentes catégories de capital investissement dans lesquelles vous pouvez investir, soit les capitaux propres, soit la dette, soit l'immobilier, soit le marché secondaire. Donc moi, je crois que j'en avais fini pour mes explications. J'espère que j'ai été clair et je vais passer la parole à Prisca qui va illustrer ces chiffres, ces principes un peu rébarbatifs par quelques chiffres sur ce qu'était le marché du private equity en France en 2020. Prisca, c'est à vous. Oui, rassurez-vous, ça va. Je n'ai pas trop de chiffres à vous donner, mais quelques-uns pour apprécier ce que représente le private equity en France en 2020. Donc, c'était 23 milliards et demi levés pendant l'année 2020. Au niveau des investissements, presque le même montant, 23,1 milliards répartis sur 2100 entreprises ou projets d'infrastructures différents. Et également un chiffre au niveau des désinvestissements, non pas en montant, mais en nombre d'entreprises, 1300 entreprises qui ont été partiellement ou totalement cédées. C'est difficile de se rendre compte de ce que ça représente, surtout que l'année 2020 a été très particulière, mais en fait, assez étonnamment, l'année 2020 n'a pas marqué un repli très important au niveau du private equity.
Le graphique que vous voyez là, vous avez en bleu les investissements, le capital investissement dans des entreprises classiques, et en rouge, les levées de fonds pour des infrastructures. La collecte de capital investissement, elle a très très peu bougé, 18,5 contre 20,9 l'année d'avant. Il y a eu une baisse un petit peu plus marquée au niveau des capitaux orientés vers les fonds d'infrastructure, mais ça, c'est assez classique parce qu'il y a un très petit nombre d'acteurs sur ce marché-là. Ils ne lèvent pas des capitaux tous les ans. Donc, le fait que ce soit passé de 10, 12 à 5 n'est pas forcément très représentatif. Donc, une collecte encore, bon, en baisse par rapport à 2019, mais encore relativement conséquente. Les montants investis, la conclusion est exactement la même. Une baisse en 2020 par rapport à 2019, mais pas très marquée. 17,8 milliards d'euros contre 19,3 pour les entreprises et 5,3 sur les infrastructures. En nombre d'entreprises accompagnées, la collecte les montants investis en 2020 représentent un petit peu plus de 2000 entreprises. Un autre élément qui peut éventuellement être intéressant, c'est de voir ce que représentent les entreprises nouvelles par rapport au réinvestissement dans des entreprises existantes. Traditionnellement, sur longue durée, c'est à peu près équilibré. L'investissement en private equity dans des entreprises complètement nouvelles ou dans des entreprises existantes. Et ben en 2020, là, il y a eu une différence un peu plus marquée. Les capitaux se sont orientés vers des entreprises existantes et les entreprises complètement nouvelles n'ont représenté que 40%. Donc, un effet plus marqué à ce niveau-là. Et enfin, une petite analyse au niveau du segment de ces investissements. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la transmission, c'est le segment qui attire le plus de capitaux. On le voit, la barre est beaucoup plus importante que celle des autres catégories, en particulier du capital investissement, du capital innovation. Évidemment, c'est un capital plus important qui s'oriente vers la transmission, mais réparti sur un nombre d'entreprises beaucoup plus faible, 309 en 2020, alors que le capital innovation qui a attiré un peu plus de 2 milliards de capitaux s'est dispatché sur environ 1000 entreprises. Donc, c'est assez... on pouvait se douter de cette répartition, c'est assez logique. Et enfin, la répartition par taille d'entreprise, on voit que les très grandes entreprises, les entreprises relativement importantes attirent la plus grosse masse de capitaux, 45-46%, répartis sur 33 entreprises seulement, alors que les petites entreprises inférieures à 1 million d'euros n'ont attiré que 2% des montants investis et répartis sur environ 1 millier d'entreprises. Voilà pour les quelques chiffres vous permettant d'apprécier ce que représente le private equity en France actuellement. Et maintenant, nous passons la parole à Adine, qui représente. Je lui laisse le dire. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être présent. Merci à Prisca et, pour cette introduction. Et à Patrick également. Ils m'ont bien mâché le travail du coup parce qu'ils vous ont présenté tous les aspects, toutes les stratégies d'investissement possibles. Et si on va sur la slide suivante, on pourra voir que Limit Invest et Eurazeo maintenant, puisqu'on fait partie du groupe Eurazeo. Donc, on est une société de gestion uniquement dans le monde du non-coté. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Je pense que ça tombe bien. Nous, on fait que de l'investissement dans des entreprises non cotées. On est loin des marchés financiers, loin de la volatilité boursière. On est une société qui a maintenant plus de 250 employés et on est présent sur 8 stratégies d'investissement. Et ça, c'est un point important à souligner. Et Patrick
on parlait tout à l'heure par rapport à la courbe. Donc, nous, en fait, donc Idinvest anciennement et maintenant le groupe Eurazeo, avec ces 8 stratégies d'investissement dans le monde du non-coté, on est capable d'investir de la jeune start-up, donc dans le capital risque, si vous vous souvenez ce que Patrick vous disait, jusqu'au au LBO, donc au buyout, au rachat, au capital transmission d'entreprises donc d'une taille assez conséquente. Donc, on est vraiment une plateforme européenne capable de venir financer tout type d'entreprise, mais uniquement dans le monde du non-coté. Donc, si on voit sur la slide suivante, on peut voir que bien sûr, ces entreprises, on leur apporte des capitaux ou de la dette, hein, puisqu'il y a également la dette privée, on en parlait tout à l'heure. Mais en plus de leur apporter donc ce capital qui est l'essence de leur développement, on va également leur amener un point de vue ESG. Pour nous, c'est assez important. On est résolument engagé dans tout ce qui est environnemental, social et de gouvernance. Donc, bien sûr, on va regarder, avant de réaliser un investissement, le côté financier de la société cible, mais surtout, on va regarder le côté extra-financier, voire amener un angle de vue à l'entreprise pour qu'elle prenne en compte justement les critères environnementaux. En fait, chez Eurazeo, on est persuadé qu'il n'y a pas de performance pérenne sans une bonne gouvernance. Donc, c'est pour ça que pour nous, ça, c'est primordial. Et d'ailleurs, on publie chaque année un rapport sur nos initiatives et nos résultats de notre politique ESG. Donc, maintenant, si on aborde le premier fonds, donc Entrepreneur Club, et je me suis inspiré de Patrick pour la petite courbe, et je vous ai encadré là où on se situait. Donc, Patrick, vous parlez du capital innovation ou capital risque. Là, on va plutôt être sur le capital développement. Donc, pour reprendre un peu, pour vous rafraîchir la mémoire, pour ceux qui n'auraient pas écouté, mais c'était déjà très clair, on est sur des entreprises qui sont déjà leaders généralement sur leur marché d'origine et qui vont chercher à lever des fonds plus importants pour aller répliquer le business model qui a déjà bien marché. Sinon, elle ne serait pas au stade de capital développement, elle serait encore au stade de start-up. En fait, c'est les meilleures sociétés, les champions des start-up qui sont arrivés maintenant sur le capital développement et qui vont chercher à lever des fonds pour accélérer leur croissance. Donc, plutôt que d'attendre qu'eux-mêmes puissent se financer en fonds propres, ce qui mettrait quelques années, ils vont aller ouvrir leur capital à des fonds d'investissement comme le nôtre et donc répliquer ce business model qui a bien marché dans d'autres géographies. Et du coup, le premier fonds, donc Entrepreneur Club, se situe sur cette stratégie d'investissement-là. Et donc, on va regarder sur la slide suivante les sociétés cibles. Donc là, on est vraiment, nous, on est un acteur européen. Hein, on le disait tout à l'heure, il y a des acteurs qui sont focalisés sur différentes géographies. Nous, on est vraiment présents sur toute l'Europe. Et l'objectif, ça va être de constituer un portefeuille de 25 à 30 sociétés. Donc, vraiment, vous offrir une diversification assez conséquente en termes de sociétés et de venir investir dans des entreprises qui ont déjà une valeur supérieure à 100 millions d'euros. Donc, comme je vous le disais, on n'est pas sur la petite start-up, hein, on est déjà sur des entreprises bien développées et vous verrez tout à l'heure le portefeuille du fonds et vous aurez, j'imagine, vous reconnaîtrez des entreprises que vous avez vues ou peut-être même que vous utilisez. Donc, on est sur ce qu'on appelle le growth equity. Donc, c'est le langage un peu anglo-saxon pour définir le capital développement. En fait, pour tout vous dire, notre objectif est de venir repérer les futures licornes, donc ce sont les sociétés de la tech, du digital, valorisées à plus d'1 milliard d'euros, et du coup, vous les offrir dans un portefeuille assez restreint, mais tout de même diversifié. Donc, en fait, on a choisi ce segment-là, et on peut le voir sur la slide suivante, parce qu'on a remarqué vraiment un tournant du digital. Bon, il ne faut pas être professionnel de l'investissement pour voir que depuis 20 ans, il y a quand même eu un tournant du digital. Si vous regardez le S&P 500 ou les plus grosses capitalisations boursières d'il y a 20 ans, c'était des grandes banques et des grands industriels. Aujourd'hui, ce sont les GAFA. Donc, ce n'est pas venu tout seul. Hein. Ces sociétés, il a fallu financer leur croissance. Et on le voit en Europe, donc ces licornes, ces sociétés valorisées à plus d'1 milliard dans le digital, il y en avait 10 en 2013 et en 2020, elles sont supérieures à 100. Donc, on a beaucoup d'entreprises dans le digital et regardez, vous le voyez ce soir, hein, on se parle à travers Zoom, à travers des outils digitaux, encore une fois. Et du coup, si on regarde le petit histogramme de droite, on voit que du coup, en fait, il a fallu apporter les fonds nécessaires, donc le carburant que je vous disais à ces entreprises pour pouvoir financer leur croissance. Et c'est des tours de table, ce qu'on appelle des rounds.
des méga rounds, des levées de fonds d'entreprises supérieures à 100 millions d'euros, en 2013, en Europe, il y en avait 14. On voit qu'en 2020, on est quasiment à 100. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est l'année 2021, sur le premier trimestre, on est à 33 levées de fonds d'entreprises européennes supérieures à 100 millions d'euros. Qu'est-ce que ça signifie? Ça nous montre vraiment que ces entreprises du digital et de la tech ont été résilientes à la période Covid qu'on a tous connue. Et puis, on le voit, hein, les Amazon, Netflix, ce sont les grands gagnants de la crise Covid. Nous, on a en portefeuille une société qui s'appelle Doctolib, que vous avez peut-être utilisé. Moi, j'ai dû utiliser pendant toute la période Covid pour prendre mes réservations au test PCR. Ma mère a même fait de la téléconsultation, chose qu'elle n'aurait pas imaginé il y a un an de cela. Et donc, voilà, ça fait partie de ces sociétés qu'on vient financer et qui ont pu prendre partie de ce tournant du digital. D'ailleurs, vous le voyez en dessous, quelques licornes européennes hein, et encadrées en bleu, celles dans lesquelles on est actionnaire. Donc ensuite, si on va sur la slide suivante, on voit le calendrier du fonds. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit aperçu de comment est structuré le fonds. Hein, et généralement, c'est comme ça sur les fonds de private equity. On a une période de commercialisation, donc c'est la période dans laquelle vous pouvez venir entrer et souscrire au fonds. Pendant cette même période, nous, on commence déjà à investir, parce que sinon, ceux qui seraient rentrés au début, eh ben, ils attendraient 2 ans avant de voir des premières entreprises en portefeuille. Et donc, ça ferait une dégradation du TRI, chose que vous expliquait Patrick tout à l'heure. Le TRI, c'est en fonction des années, c'est le rendement divisé un peu par le nombre rapporté au nombre d'années. Et donc, nous, sur ce fonds-là, on a déjà commencé à investir. On le verra, il y a 13 sociétés, même 14 en portefeuille actuellement. Et nous, on investit jusqu'en 2024. Ensuite, à partir de 2024, on arrête d'investir et on va offrir des fenêtres de liquidité trimestrielles à nos investisseurs, donc à vous. Et du coup, en fait, on les offre à partir de 2025 pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est sur un FCPR fiscal. C'était la partie de Prisca tout à l'heure hein, qui vous disait que sur ces fonds comme ça, sur ce FCPR en tout cas, à condition de détention des parts pendant une durée minimum de 5 ans, on va bénéficier d'une exonération d'impôt sur les plus-values pour une personne physique. Bien sûr, les frais sociaux, on sera toujours redevable des frais sociaux, ça on n'y échappe pas. Et pour une personne morale, on va obtenir un IS auto-réduit de 15%. Et donc, à partir de la 5e année, on pourra ensuite se positionner sur les fenêtres de liquidité et faire valoir sa fiscalité avantageuse. Et enfin, en 2028, quand tout le monde sera resté au minimum 5 ans dans le fonds, pour ceux qui seront encore là, le fonds passera en répartition d'actifs. Et donc, au fur et à mesure des cessions d'entreprise, on distribuera l'argent à tous les investisseurs. Donc, si on regarde sur la slide suivante le portefeuille à jour du fonds, donc on est sur un fonds qui a collecté plus de 100 millions d'euros. Et comme vous l'expliquait Prisca tout à l'heure, les fonds dédiés aux clients particuliers, en tout cas chez Eurazeo Lead Invest, ils n'investissent jamais tout seuls. Ils co-investissent toujours avec le fonds dédié à nos clients institutionnels. Et donc, dans cette stratégie-là de capital développement, on a, nous, lancé un fonds qui s'appelle Eurazeo Growth Fund numéro 3, qui, lui, est exclusivement dédié à nos investisseurs professionnels. Donc, c'est des grandes banques, des grands assureurs, des fonds de pension, fonds retraite, fonds souverains. On a par exemple le FRR qui est investisseur pour son compte propre, Allianz, BNP, dans ce fonds-là. Donc, c'est vraiment des fonds dédiés à des grands clients institutionnels qui est accessible à partir de 10 millions d'euros. Donc, c'est des tickets assez conséquents. Et nous, à côté de ça, on réplique cette même stratégie au sein d'un FCPR qu'on va offrir à des clients particuliers. Et nous, on l'offre à partir de 20 000 euros. Pardon. On l'offre à partir d'un ticket minimum de 20 000 euros pour tout type d'investisseur. En fait, c'est un fonds qui est agréé par l'autorité des marchés financiers pour faire appel public à l'épargne. Et on voit du coup que sur l'objectif de collecte qu'on a de 250 millions d'euros, on a déjà atteint quasiment la moitié, avec une valeur liquidative qui a déjà progressé. Et ça, c'est dû au fait des entreprises qu'on a en portefeuille. Donc là, vous le voyez, hein, les 14 sociétés. Je vous parlais de Doctolib tout à l'heure, mais on a également investi dans Back Market, dans Mano, dans Vestiaire Collectif, peut-être que vous connaissez, c'est la plateforme de dépôt-vente d'accessoires de mode et de luxe, qui d'ailleurs a réalisé un dernier tour de table, une dernière levée de fonds de 180 millions d'euros. En fait, c'est Kering qui est venu investir. Kering, c'est le groupe de luxe français qui est venu investir dans la société Vestiaire Collectif.
Et on a cédé en début de semaine, ça c'est une info que je vous donne en exclusivité, la société Tink, qui est une fintech, qui nous a été rachetée par Visa pour 1,8 milliard. Donc, on a réalisé un multiple de plus de 2 fois sur cette société-là. Et en fait, on a investi dans cette société en 2020. Parfois, on ne garde pas les sociétés aussi longtemps, hein. Généralement, elles restent en portefeuille sur cette stratégie-là entre 4 à 6 ans. Puis après, il y a soit une introduction en bourse, soit elles sont revendues. On a eu, est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est le hasard? Parfois, le talent fait partie également de la chance. Mais voilà, Visa est arrivé et Tink répondait parfaitement aux attentes de Visa. Visa, il lui manquait cette partie un peu fintech et elle a décidé de racheter Tink donc pour 1,8 milliard. Et on le voit, hein, sur les 57 millions d'euros qu'a investi le Fonds Entrepreneur Club sur ces 14 sociétés, ben c'est près de 800 millions d'euros investis au total avec nos fonds institutionnels et nos fonds de gestion privée dans ces mêmes entreprises. Donc voilà pour le Fonds Entrepreneur Club. Là, je vais vous parler d'un second fonds et on va revenir sur la slide suivante. Et, donc, toujours sur la belle petite courbe de vie d'une entreprise pour vous montrer que sur ce second fonds, on va être sur le capital transmission. Donc, on va être sur des entreprises qui sont déjà bien rentables, qui ont des EBITDA entre 5 à 20 millions d'euros. Donc, on est vraiment sur des entreprises bien plus grandes, qui sont leaders sur leur marché, mais parfois dans leur pays d'origine, mais parfois également dans d'autres pays. On va être vraiment sur des entreprises plus grosses qu'on va venir financer en dette privée, donc une partie en obligation et une partie également en private equity. Donc, sur la slide suivante, on va voir un peu les caractéristiques de ce fonds-là. Et ce qui est important à noter sur ce fonds, c'est que c'est un fonds qui est accessible en assurance vie. Donc, on a lancé en 2018, hein, on a collecté plus de 400 millions d'euros sur ce fonds-là. Et sur les 400 millions d'euros collectés, la moitié s'est fait en souscription en nominatif pur ou en compte titre. Je vais vous expliquer Prisca tout à l'heure, hein, les différentes manières de souscrire. Donc, 200 millions d'euros ont été souscrits en compte titre ou en nominatif pur, donc en direct, et près de 200 millions d'euros à travers des contrats d'assurance vie. L'avantage de souscrire en assurance vie, c'est qu'en fait, l'assureur va être garant de la liquidité. Et donc, à tout moment, après, ça dépend des conditions des contrats d'assurance vie, mais l'assureur se porte garant et vous offre la liquidité. Sur une classe d'actifs qui est connue pour être illiquide, c'est quand même un beau pas en avant des assureurs. Et il y a de plus en plus maintenant d'assureurs qui offrent des produits de private equity à travers leur contrat d'assurance vie. D'un côté, c'est pour pallier peut-être aux faibles performances du fonds euro et pour offrir également une diversification du fonds en assurance vie. Et donc, si on regarde la slide suivante sur la stratégie, donc c'est un fonds qui va être majoritairement investi à travers des opérations de dette privée. Donc, c'est de l'apport d'obligations dans des entreprises. Hein, je vous le disais, c'est des entreprises avec des valeurs comprises entre 20 et 800 millions d'euros. Tout à l'heure, on était sur des entreprises plus petites. Hein, je vous parlais d'entreprises avec des valeurs à 100 millions d'euros. Là, on est sur des entreprises beaucoup plus grandes qu'on va venir financer à travers de la dette. Et Patrick vous l'expliquait tout à l'heure, hein, ces entreprises, elles pourraient, vous pouvez vous demander pourquoi elles ne passent pas par un prêt bancaire. En fait, c'est qu'on se situe sur des tailles d'entreprises assez grandes, mais ce n'est pas non plus les entreprises du CAC 40. Et donc, la banque, en fait, elle n'est pas présente sur cette tranche de marché. On va être sur des entreprises trop petites pour elles, parce qu'elles prêtent à des entreprises beaucoup, beaucoup plus grosses. Elles ne voient pas l'intérêt de venir sur ce qu'on appelle le mid-market, le marché des PME et des ETI, des petites et moyennes entreprises. Elles prennent vraiment aux très grosses entreprises. Et donc, nous, on vient se situer et on vient apporter de la dette à ces entreprises-là, soit dans le cas d'un rachat, hein, on a un fonds qui vient apporter le capital et nous, on apporte la dette, ou soit également sur des opérations de build-up. Et en plus de la dette, du coup, on est investi également à 40%, donc une partie minoritaire, à travers des opérations de private equity, mais des opérations secondaires. Donc, si vous vous rappelez ce que vous disiez, Patrick, tout à l'heure, c'est qu'en fait, à travers les opérations secondaires, on ne va pas être investisseur en direct dans les sociétés, mais on va aller racheter des parts d'autres fonds d'investissement. Donc, il y a vraiment plusieurs avantages. C'est que, et je vais répéter ce que Patrick vous disait, c'est que tout d'abord, on va voir ce qu'on achète puisque les portefeuilles des autres fonds sont déjà constitués. Donc, on voit quelles sont les entreprises
en portefeuille. Donc, on sait si on veut racheter les parts ou non. Et le deuxième avantage, c'est qu'étant donné qu'on arrive déjà sur un portefeuille en cours de vie, au bout de la 3e, 4e année, eh ben, on va avoir des sorties plus rapides et donc du cash qui revient plus rapidement dans le fonds. Donc, si on regarde ensuite la slide suivante, c'est un aperçu du fonds à fin mai. Donc, je vous le disais, un fonds qui a collecté plus de 400 millions d'euros et qui a investi plus de 350 millions d'euros. Et on voit qu'au total, donc, il y a 350 millions d'euros qui proviennent du fonds IPVE3, mais au total, c'est 1,8 milliard investis dans 42 transactions. Et sur ces 42 transactions, étant donné qu'on est également sur du secondaire, on va être exposé à 70 sociétés sous-jacentes. Et ça, c'est la beauté du secondaire, c'est qu'en rachetant une part d'un portefeuille, vous êtes exposé à 10-12 sociétés sous-jacentes. Et sur ce fonds-là, on est sur notre 3e année, je vous le disais qu'il avait été lancé en juillet 2018, et on arrive vraiment sur un fonds qui est sur son rythme de croisière, puisqu'on voit qu'il est investi à hauteur de 86%, et notre ennemi, nous, sur ce fonds-là, c'est le cash, puisque du cash qui se repose, ce n'est pas de la performance qui est créée. Et là, on voit qu'on est bien investi, et on va le voir sur la slide suivante, sur la slide de performance, sur la courbe de performance. On voit qu'on est sur un produit de pure private equity, parce qu'il n'y a quasiment pas de volatilité. On a une belle courbe qui est très linéaire, et ça, c'est dû aux 2 stratégies d'investissement et surtout au monde du non-coté. On le voit, la première année, on réalise une performance nette de 2%. Sur le private equity, c'est assez normal et c'est même beau de réaliser de la performance sur la première année, puisque généralement, on a une courbe en J qui est plus prononcée. La courbe en J, c'est en fait l'attente de la création de performance et des frais de gestion qui sont prélevés directement, ce qui fait qu'on creuse un peu la valeur liquidative de la part. Mais nous, dès la première année, on a réussi à faire une performance de 2%. Sur la 2e année, l'objectif, c'était de réaliser une performance de 4%, mais toujours de constituer un portefeuille parce que ça met du temps en private equity, le temps de trouver les sociétés cibles, les sociétés qu'on veut financer. Et on est toujours sur notre création de portefeuille, sauf qu'il est apparu la crise Covid, vous l'en a tous ressenti. Et donc, on voit un long fond plat, quasiment sur la moitié de l'année. Donc, on était en attente d'investissement. On avait près de 100 millions d'euros de cash dans le fonds. Et en fait, tout s'était arrêté. Il n'y avait plus de ventes, plus d'achats, plus de cessions. Et donc, on avait du cash qui se reposait. Et c'est là, je vous disais, notre ennemi, c'est le cash. Mais d'un côté, peut-être que si on avait déjà investi ce cash, on aurait pu faire des investissements en hôtellerie ou dans de l'événementiel qui nous aurait coûté un peu plus cher. Nous, on voit juste que sur la fin de l'année, à partir de mai, entre mai et juin, on a subi une légère perte de 70 points de base, donc de 0,7%. Donc, si on compare cette perte de 0,7% au marché boursier ou aux autres marchés qui, eux, ont connu une baisse de 10 à 15%, on voit qu'on est vraiment sur un produit qui est décorrélé des marchés financiers et qui nous a vraiment montré sa résilience. Et du coup, là, sur la 3e année fiscale du fonds, donc qui va clôturer à la fin du mois de juin, on est reparti sur notre rythme de croisière. Vous l'avez vu tout à l'heure, on est sur un fonds qui a investi à hauteur de 86%. Et on a généré cette année, pour nos investisseurs, une performance nette de l'ordre de 7,5%. Donc, si on regarde un peu les portefeuilles sur la slide suivante, donc ça va être des entreprises qui vous parlent un peu moins. On n'est pas sur des entreprises de la tech et du digital. On est plutôt sur des entreprises dans le B2B, un peu de B2C. Peut-être que vous connaissez l'entreprise Jot. C'est une marque française de Marseille qui fait les jolies petites doudounes de printemps avec leur logo petit scooter d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs sur chacun, ce qui est intéressant de voir sur cette slide, sur ce tableau, c'est que par exemple, si on prend la première ligne, Indista, on est venu apporter 78 millions d'euros en dette privée. Donc, on est venu faire un prêt à Indista de 78 millions d'euros. Mais sur ce prêt, sur ce montant global, 20 millions proviennent du fonds IPVE3. Donc, c'est vraiment l'assurance qu'en fait, on va vous offrir les mêmes sociétés en portefeuille qu'à nos grands clients institutionnels qui, eux, investissent 10, 20, 50 millions d'euros. Vous, avec des tickets minimums de 20 000 euros, et parfois même en assurance vie, le seuil est encore plus faible, vous allez avoir accès au même portefeuille que nos grands clients institutionnels. Et c'est vraiment ça le savoir-faire de Razeo et d'Idinvest, c'est de vous offrir le même portefeuille qu'à des grands clients institutionnels. Donc ça, c'est pour les principaux investissements en dette privée. Là, on voit ceux en private equity. Donc, je vous le disais, on n'est pas investisseur en direct dans des sociétés. On vient racheter des parts d'autres fonds. Donc, on est venu racheter des parts, par exemple, de Tree Hills Capital 2. On est venu apporter 70 millions d'euros.
Donc, il y a un des LP, donc si vous vous rappelez, un limited partner, un des investisseurs du fonds de Hills Capital, qui a voulu se séparer de ses parts, parfois pour maximiser son rendement, son TRI, parfois pour des besoins de liquidité. Hein. On a parfois tous besoin de venir sur le marché secondaire. Et donc, ils nous ont cédé leur part pour près de 70 millions d'euros, dont 10 provenaient du fonds IPVE 3. Voilà, je ne sais pas si j'ai un petit case study. C'est ma dernière slide, c'est sur la société JOT. Donc voilà, c'est là où on voit qu'on prête, en fait, on a prêté à la société JOT à un taux de 7%. Donc ça paraît élevé, hein, donc parfois on peut se demander qu'on prête à des entreprises qui vont pas bien, mais c'est des entreprises qui vont très bien. Alors, regardez, JOT, c'est 72 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 24 millions d'euros d'EBITDA sur l'année 2019. Donc, on arrive à leur prêter à des taux assez chers, tout d'abord parce que les grandes banques ne sont pas sur ce segment de marché. Et ensuite, Patrick vous le disait, c'est qu'on arrive à se mobiliser rapidement. Nous, on a des gros fonds, hein, là, on a plus de 400 millions d'euros. Donc, pour apporter 65 millions d'euros à JOT, on arrive à prendre une décision en 2 à 3 semaines, tandis que les banques mettent quelques mois à se décider. Et JOT, étant donné qui est une société qui a envie de réaliser des opérations de croissance, elle a besoin de cet argent rapidement pour le mettre au travail et donc vient payer de la dette plus chère, mais qui sera fournie immédiatement. Merci, merci Adine, c'est très clair, ça donne envie d'investir. Je vais laisser la parole à Prisca pour conclure l'intervention. Juste ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai travaillé pendant 4 ans dans un fonds de private equity qui s'appelait Développement et Partenariat, où j'étais directeur d'investissement. Le problème qu'on avait, nous, c'était de trouver, c'était ce qu'on appelait le sourcing, c'est-à-dire d'être capable d'alimenter, d'avoir beaucoup de sociétés à étudier pour choisir les meilleures. Et le gros avantage d'Idinvest, c'est que dans le private equity aujourd'hui, c'est une marque. Et les entreprises, elles veulent avoir Idinvest au capital, comme elles veulent avoir quand elles sont de création plus récente, Kima Venture de Xavier Niel, parce que le fait d'avoir Idinvest au capital, ça valorise la société. Ça montre qu'un investisseur très reconnu sur les marchés, il s'est intéressé à cette société-là. Et le fait que la société puisse faire rentrer Idinvest à son capital, ça la valorise. Donc, pour Idinvest, ça facilite la qualité de ce qu'on appelle le deal flow, hein, puisqu'ils voient passer toutes les belles sociétés, ils n'ont plus qu'à choisir les meilleures, et ça permet d'avoir les meilleures performances. Après, voilà pourquoi on aime bien travailler avec Idinvest. Voilà, je laisse la parole à Prisca pour conclure et éventuellement répondre aux questions après. En tout cas, merci de votre attention pour ma part et à très bientôt. Je vais conclure sur quelques petites stratégies patrimoniales qui nous permettent de faire une place au private equity. Par rapport au premier produit, au premier fonds qui vous a été présenté, le club, ça c'est évidemment un investissement avec une stratégie de capitalisation, de recherche de plus-value. Les capitaux sont immobilisés pendant une durée, donc évidemment ça s'adresse à des investisseurs qui sont prêts à prendre du risque sur une partie de leurs capitaux à définir. 2, qui peuvent se permettre d'immobiliser cette partie des capitaux parce qu'ils ont par ailleurs des capitaux disponibles s'il y en a besoin pour quelque raison que ce soit. Le deuxième fonds, IPVE 3, lui, on l'utilise de manière assez différente puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il est disponible maintenant dans certains contrats d'assurance vie. IPVE 3 est disponible sur les contrats Guépard, Cardiff et j'espère bientôt chez UNEP aura des avis. Donc, ça, c'est la loi Pacte qui a un petit peu développé cette pratique et poussé les assureurs à faire une offre de private equity au sein de l'assurance vie. En général, l'assureur donne la liquidité, comme le disait Adine tout à l'heure. En général, dans le private equity, il n'y a pas de liquidité, il y a une immobilisation des capitaux pendant une certaine durée. Là, dans l'assurance vie, les particuliers doivent pouvoir récupérer leurs capitaux dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, s'ils en ont besoin. Donc, l'assureur fait la liquidité parce qu'il sait que si un particulier a besoin de ressortir, tout simplement, il va reprendre les parts d'Idinvest et les garder pour fonds propres puisque c'est déjà des investissements qu'ils réalisent pour leurs capitaux propres. En général, en échange de cette liquidité, la part qu'on peut investir dans le fonds IPVE 3 est capée à 10%
du total du contrat et de l'allocation. Cette limite, nous, elle nous va plutôt bien parce qu'en général, vous le savez, on aime bien diversifier les placements de nos clients. On aime bien faire la place à plusieurs supports et fonds différents. Donc, ce n'est pas un problème pour nous. Donc, la stratégie de mettre du private tel que IPVE3 dans l'assurance vie, elle peut permettre, entre le fonds en euros et des fonds en actions, de faire une place à un outil très différenciant, le private equity, pour chercher plus de rendement que le fonds en euros, évidemment, avec une prise de risque qui est différente de celle des fonds actions classiques. Elle existe, il y a une prise de risque, mais ce n'est pas un risque de volatilité lié au marché boursier. Et en l'occurrence, quand on a affaire à une société de gestion comme Idinvest, on est plutôt rassuré quant aux perspectives de résultats sur ce fonds-là. Donc, une place au sein de l'assurance vie entre les fonds en euros, éventuellement les supports immobiliers et les fonds actions. Ça peut être une stratégie pour tout simplement petit à petit sortir un petit peu de capitaux des fonds en euros quand ceux-ci rapportent de moins en moins sur les contrats sur lesquels les fonds en euros sont devenus un petit peu moins rentables. Bon, c'est vrai que nous, on a des contrats d'assurance vie sur lesquels les fonds en euros sont les meilleurs du marché, mais bon, je le dis quand même. Et enfin, ça peut servir aussi, par exemple, actuellement, on a les fonds actions qui, depuis plusieurs mois, ont beaucoup monté. On constate sur certaines lignes des gains de 60, 80%, 100%, parce qu'il y a eu une très forte reprise sur certains fonds depuis la grosse baisse du mois de février-mars 2020, avec l'apparition du Covid. Donc, on peut se poser la question à la veille des vacances de cristalliser une partie de ces gains en les arbitrant, pas forcément en sortant totalement des fonds actions, mais en tout cas en arbitrant les gains obtenus. Eh bien, pourquoi pas positionner ces gains sur un fonds de private equity? Ça ne les sécurise pas dans le sens où ça ne leur apporte pas une garantie en capital, mais ça les cristallise sur un actif, encore une fois, différenciant des fonds actions cotés. Donc, voilà une deuxième stratégie qu'on peut vous présenter. Les fonds de private peuvent permettre pour toutes les personnes qui ont encore des contrats mono-support, c'est-à-dire investis seulement en fonds en euros et qui veulent les transformer en multi-support, mais qui hésitent à aller sur les marchés actions, surtout au niveau où ils sont actuellement, eh bien, les fonds comme IPVE3 et les fonds d'infrastructure dont on vous a parlé aussi au cours de la conférence peuvent permettre de remplir la part qu'il faut positionner en unité de compte quand on veut transformer son contrat mono-support en contrat multi-support. De même, quand on fait un versement en assurance vie aujourd'hui, les assureurs limitent la partie qu'on peut investir en fonds en euros, en général à 60, 70%, quelque chose comme ça. Si on cherche des idées pour les 20, 30, 40% d'unités de compte, on peut faire la place à un fonds comme IPVE3 et un fonds d'infrastructure et encore une fois, limiter le risque de volatilité de la partie unité de compte. Voilà quelques petites stratégies dont je voulais vous parler. Et je vous remercie tous de nous avoir écoutés à cette heure aussi tardive. Et puis, j'espère qu'on pourra renouveler cette expérience qui était la première pour nous. On a été ravis de vous avoir nombreux. Merci, à très bientôt. Au revoir.